Mesdames et messieurs, bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Vous avez un gros budget de déguisement ce matin, le veston? Oui, je l'ai pris dans le garde-robe ici. On n'arrête pas de me harceler pour me dire que je suis une carte de mode. Fait que là, j'ai fait un effort ce matin. J'ai rejoint le club des... le club des vestons. Vêtus. Le club des vestons. Noirs, de circonstances aujourd'hui. Bon Halloween. Oui, l'Halloween. D'ailleurs, on va parler de ce qu'on appelle les échanges, les phénomènes paranormaux. Vous savez, des gens là, qui pensent qu'ils parlent aux morts, des choses semblables. J'ai ici un adepte du cercueil qui va sûrement avoir une position assez particulière. Une position? Bon, OK, laisse faire. Tu l'as jamais fait d'un cercueil, toi? On va revenir un peu plus tard sur le sujet. Oui. On va commencer par parler d'un grand sujet d'actualité, notamment ce matin, la nouvelle de la presse à l'effet que les travailleurs mexicains qui viennent ici sauver nos champs, parce qu'on a du monde trop paresseux pour aller travailler dans les champs au salaire que ça paye. Donc, c'est 52, c'est bien payé. Ben, c'est ce que je pense, c'est excellent. moi aussi. Alors, les Travailleurs unis de l'alimentation ont déposé une requête pour syndiquer les Mexicains qui viennent travailler ici 4 à 5 mois par année. Coudon! Ben, plus que 4 à 5 mois. Les Mexicains arrivent ici au mois d'avril, mai pour les semailles, puis quittent au mois d'octobre pour les récoltes. Là, c'est fini. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. 7 mois. 6-7 mois. Ben oui. Mais en quoi tu as besoin d'aller les syndiquer? Ben, honnêtement, j'ai été surpris, moi aussi, du débat, parce que dans mon temps, tu vas me dire, ça fait pas si longtemps que ça, j'étais payé 2 piastres de l'heure pour travailler sur la terre. J'ai fait ça 5 ans. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est les conditions qu'on réserve aux Mexicains. Il y a certains fermiers qui ne respectent pas la main-d'œuvre, les traitent comme des esclaves. Il y en a même qui ont des postes électifs qu'on ne nommera pas en ondes, qui ont déjà fait l'objet de reportages sur d'autres chaînes. Non, mais c'est pas partout, là. Non, c'est pas partout. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'on en soit rendu là. Moi, je connais Spingola Saint-Dominique. Bon, qui est très bien. Qui est très, très bien. Je veux dire une chose. Pour lui, c'est une fierté d'avoir ces travailleurs-là, de les recevoir, de les faire travailler, de les organiser. Puis je pense que la majorité doivent être comme ça. Mais est-ce que ces travailleurs-là qui viennent pour un emploi saisonnier, tu dois les payer à temps et demi? Ben moi, je pense que la réponse, elle est au bout du rang 2 à Sainte-Clotilde. D'aller au bout du rang 2, les journalistes à Sainte-Clotilde, vous allez voir comment est-ce qu'on traite les travailleurs mexicains. Là, ils sont repartis. On n'aurait pas d'exemple aujourd'hui de ça, mais il en demeure pas moins que si le cueilleur de cocon ramasse un salaire de 12 piastres et demi de l'heure parce qu'il est à temps et demi, écoute, peut-être qu'on pourrait avoir un régime particulier parce qu'en principe, ils ne sont pas soumis aux normes du travail. Mais moi, ce que j'ai... non, en principe, mais le débat va être là-dessus. Mais en quelque part, il faut se mettre dans la tête qu'on va peut-être ruiner des jobs pour des gens qui viennent ici faire une pièce. Parce que pour eux, l'argent qu'on leur donne, c'est une pièce. C'est mieux que la famine au Mexique, mais c'est pas une raison pour en abuser. Non, mais sans en abuser. À 8 piastres, en réalité, si le monde était moins paresseux, si le monde voulait travailler, il y aurait des Québécois pour faire ça. C'est très difficile comme emploi. Ramasser des non, mais l'as-tu déjà... Moi, je l'ai fait 5 ans. L'as-tu déjà fait? Non, je l'ai pas fait. C'est très difficile, c'est très aride. Ils font ça à la pluie, à la chaleur. Il n'y a pas beaucoup de temps d'arrêt. On travaille des 10-12 heures par jour, puis il faut la récolter là, quand c'est dans le champ. On peut pas attendre. Mais oui, mais c'est pas... C'est fait pour être récolté. Oui. Non, mais arrêtons d'abuser, puis arrêtons d'en faire des esclaves. C'est pas parce que c'est des Mexicains qui parlent plus ou moins français qu'on est obligé d'en abuser. Non. Mais en même temps, je voudrais pas qu'on fasse avec cette industrie-là, une partie de l'industrie agricole. Oui, mais ça, c'est parce que certains agriculteurs crasseux qui ont abusé. C'est parce qu'il y a des crapules qui ont abusé. Il y a des crapules qui profitent du système. Puis il y a des crapules qui se promènent aux frais de l'État puis qui en profitent. Pas besoin de nommer de nom en nom. Tu connais les crapules comme moi. Oui, on connaît des gens. Les maudites crapules. Mais arrête de le dire, puis nomme-les si tu veux. Non, parce qu'il y a un citoyen qui a dénoncé le fait qu'il faisait de l'asphaltage avec son nom et ses pancartes, puis il a reçu l'huissier à la porte. Bon. Pour se rétracter, il s'en prend aux simples citoyens. OK. Parlons de Walmart. Oui, Walmart. As-tu vu ça? Dans le monde bancaire, on va pouvoir aller faire un dépôt. Oui. Échanger nos chèques de paye. Ben, c'est correct. Des produits financiers. Peut-être que la Caisse populaire va avoir de la compétition. Enfin. Hein? C'est ça, je pense, qui est à voir. Comment Walmart pourrait devenir un meilleur banquier que nos banquiers traditionnels qui nous égorgent. Là, tu fais une transaction, tu fais un chèque, ça te coûte toujours 2 piastres, 2 piastres, 2 piastres. Ils ont enlevé les caissières en nous disant que c'était pour économiser. Puis une fois qu'on s'est habitué à travailler avec une carte guichet, la carte guichet te coûte toujours de l'argent. Ou en général, il faut que tu maintiennes 5 000 dans ton compte de banque à la Caisse populaire pour ne pas avoir de frais de transaction.
C'est dégueulasse. Dès que tu descends à 4 999, ils te chargent toutes tes transactions du mois. Puis, penses-tu que Walmart n'a pas les reins plus solides que certaines banques, peut-être, au Canada, quand tu as un chiffre d'affaires de quoi, je sais pas combien, là, c'est plus gros que le budget du Québec, ça, Walmart. Ah, ça, c'est certain. C'est des milliards et des milliards. Mais ça ne sera pas la première grande chaîne. Non. Canadian Tire a déjà un permis de banque pour agir comme une banque. Il y avait déjà des piastres Canadian Tire. Ben oui. Mais les vraies piastres... Ramasses-tu, toi? Non. Tu ramasses pas ça? Non, il y a toujours des organismes de charité qui sont là. Oui, qui quêtent. Qui quêtent, je leur donne toujours. Moi, je donne ça à ma plus jeune. Je leur donne toujours ça. Moi, je leur donne toujours l'argent de Canadian Tire. Mais il en demeure pas moins que oui, enfin, de la compétition au monde bancaire. À moins qu'ils veulent se comporter comme les banques, puis en se disant, hey, là, on va faire une passe encore. C'est évident qu'ils vont faire des profits, c'est correct, ça. Ouais. Mais ils vont en faire moins que les banques. En tout cas, souhaitons juste que ces gens-là soient moins gourmands que les pétrolières. As-tu encore vu ça hier? Hier après-midi, le prix du litre de pétrole a augmenté de 7 cents, 86 à 93 cents. Le prix du baril, hier, a baissé de 2,39 $. Oui. Il est en bas de 60 piastres. Le prix normal, aujourd'hui, devrait être jamais supérieur à 82-83 cents. C'est-à-dire qu'ils nous volent les pétrovoleuses qui ont fait 9 milliards et demi de profit dans les 9 premiers mois de l'année. C'est normal. Les 4 pétrolières. C'est normal. Ah oui, c'est normal. D'augmenter le prix à la veille de l'Halloween, c'est normal. On traverse une période de turbulence. On ne sait pas ce qui va arriver aujourd'hui. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Il n'y a aucune justification. T'as pas peur aujourd'hui, toi? Peur de quoi? Il n'y a aucune justification. Les portes de l'enfer sont ouvertes et là, les esprits maléfiques se promènent jusqu'à jeudi, le 2 novembre, jour des morts. T'as jamais vu ça, toi, des films d'horreur? Le film Frisson, j'aime pas ça. Frayeur, le film Frayeur. J'ai vu Frankenstein quand j'étais jeune. Non, je pensais que tu jouais dedans. Bon, parlant de Frankenstein et de maudites folles. Non, parlons des libéraux. Ah, avant? Des libéraux. Je veux parler des libéraux. As-tu vu la nouvelle? Ça, vous allez la lire demain. Comme d'habitude, vous allez la lire demain dans les journaux francophones. Écoute, au Parti libéral du Canada, où est-ce qu'on se déchire actuellement à la veille du Congrès sur la reconnaissance ou pas de la nation québécoise, où est-ce que Michael Ignatieff semble être le seul à mettre ça de l'avant. On est en train, parce qu'on anticipe un déchirement du parti qui va faire... Oui, avec Justin Trudeau, il y a de quoi se déchirer. L'anus. La quoi? Excusez. T'étais mieux. T'étais mieux. Non, mais je passe mon temps. Je passe mon temps à le surveiller. Quel enfant de... OK. C'est un enfant de Trudeau. Mais... Bon, peux-tu dire enfant de bitch? Non. Tu peux pas. Non? Attends, je retire mes paroles. OK. Mais les libéraux sont en train d'essayer de concocter. C'est vraiment libéral, ce que j'ai lu dans le Globe and Mail. T'as-tu bien compris, toujours? Oui. Ils sont en train d'essayer de faire une résolution contre la résolution du Québec. Une résolution dans laquelle ils vont reconnaître par écrit la nation québécoise, tout en s'engageant à ne pas ramener ça sur le débat, comme débat pour introduire le Québec dans la Constitution canadienne. Ça veut dire faire quelque chose par écrit qu'on ne sera pas obligé de faire pour le vrai. C'est bien compris. C'est libéral en maudit. Ouais. C'est pas mieux qu'Harper qui dit que de toute façon, je vais pas me prononcer là-dessus, ça relève du Parlement du Québec. J'ai des petites news pour lui. S'il veut pas dire que le Québec est une nation parce que ça relève de l'Assemblée nationale, le jour où on va être séparés, il n'y aura pas de commentaire à faire. Il va dire ça relève de l'Assemblée nationale, ils se sont séparés. Ben oui, j'en prends acte. C'est tout. C'est ça ton PM? Ben oui. C'est ça. C'est ça. Tu es en train de me dire qu'Harper est pour la séparation. Je te dis pas qu'il est pour la séparation, il fait juste te dire Il n'y a pas plus de couilles qu'Ignatieff. Au moins, Ignatieff a prononcé le mot nation. C'est de la sémantique. Oui. C'est de la sémantique. Ben, si c'est de la sémantique, pourquoi il a peur de dire? C'est de la sémantique. Ah ouais, pourquoi? Parce que... Pourquoi qu'il n'envoie pas Ronan Ambrose dire une phrase tout faite qu'elle a pratiqué 3 ans devant le miroir parce qu'elle n'est pas capable de parler un mot français? Les phrases toutes faites, là. Tes maudits ministres bilingues anglophones, les politiciens avec des phrases toutes faites, là. Comment ça se fait que les séparatistes, on est tous bilingues, et vous autres, vous n'êtes même pas capables de parler un maudit mot français? Bernard Landry parle 3 langues. Oui, mais Bernard Landry, il a perdu la dernière élection, rappelle-toi, parce qu'il avait tout ça écrit devant lui parce qu'il n'était pas capable d'articuler son discours politique dans le débat avant les élections. Fait que des politiciens comme Ronan Ambrose qui arrivent à la Chambre des communes. Il a perdu à cause de Jacques Parizeau. Il n'a pas perdu à cause de Jacques Parizeau. Il avait dit une maudite niaiserie encore au cégep de Trois-Rivières. Le soir même du débat, tu t'en souviens? Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas eu d'influence sur le vote. Il était moche parce qu'il lisait. Puis un politicien qui lit, c'est sûr que ça a tout bien articulé. Tout est bien articulé. C'est ça qui est arrivé avec Ronan Ambrose.
Qui a écrit son texte? Je le sais-tu, elle doit avoir du personnel pour ça. Veux-tu qu'on en parle tout de suite? Pourquoi? Non, on va en parler tantôt. Parce que je voulais aussi, avant d'arriver à ça, te parler de l'avenue du Parc. L'effondrement de la démocratie. C'est effondré un viaduc à Laval, mais le maire Tremblay, là, c'est tout le maire Tremblay, tu lis ça? Épouvantable. Quelle mauviette. Allez voir vos gens, pour leur demander ce qu'ils en pensent. C'est sûr qu'il va y avoir du monde contre. Tout le temps. On va faire quoi après? Hein? On a une maudite fluette comme maire de Montréal. C'est ça qu'on a, une feluette. Là. Je spécie une feluette. Parce que t'as le débat sur le changement de nom de l'avenue du Parc en Robert Bourassa, qui est en train de tourner au vinaigre. Juste à côté de l'avenue du Parc, on a un débat sur le réaménagement du stade Percival Molson pour les Alouettes de Montréal. On vient d'ouvrir les registres pour dire aux gens, si vous êtes un peu contre, là, ça prend 200 signatures, puis on va être obligé de faire un référendum. Puis le référendum va être battu, c'est sûr, c'est évident. Mais ça, c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est la Charte de la Ville de Montréal, c'est l'excès de démocratie. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus gouverner, ils veulent consulter. Puis après, ils disent, regardez, on est allé avec le vent, là, vous étiez pour ça. On est allé avec le vent, on va avec les éoliennes, je suppose. Oui, puis ça marche juste à 30 % les éoliennes en passant. Fait que tu vois ce que ça donne. C'est un maire à 30 % Dans son cerveau, lui, Tremblay, il marche à 30 % Au vent. Oh, je retire mes paroles, je m'excuse, M. Tremblay. Non, mais il marche au vent. Non, il marche au vent. Tu as raison, il marche au vent. Ouais. Il avait pris une décision, c'était correct, et là, parce qu'il y a quelques pancartes, encore une fois, l'industrie de la pancarte qui fonctionne si bien au Québec, là, on est en train de bousiller un changement de nom qui est une affaire tout à fait normale et démocratique. Là. Le pire maire de l'histoire de Montréal, Camillien Houde, Jean Drapeau, tu penses à du monde, là, tu sais, d'inspiration. C'est quoi son nom déjà, son petit nom? Qui? À Tremblay. Gérald. Ah, c'est Gérald. On n'a jamais su si c'était Gérard ou Gérald. Gérald de Tremblay, quelle mauviette. Vous n'êtes qu'une mauviette. Ah non. Politique, on s'entend, parce qu'habituellement, une lavette, ça sert à laver les affaires sales. Mais ça J'aurais peur d'attraper de quoi, moi? OK, je veux te parler... La maladie d'immobilisme. OK, il faut faire une pause. Après la pause, j'ai lu chez les Anglais, vous lirez ça peut-être demain, qu'il y a un adjoint de Brian Mulroney, du temps qui était premier ministre, qui en a remis sur le feu au sujet de Belinda. La chienne Astronac? Il a parlé de Belinda, il l'a traité à la radio de bitch. Oh, la chèvre Astronac aujourd'hui. OK, bien ça, c'est après la pause. Je vous donne notre question ce matin parce qu'on est le jour de l'Halloween, parce qu'on parle de phénomènes. Et la question qu'on vous pose, c'est croyez-vous aux expériences paranormales, aux gens là, qui ont eu des conversations avec l'au-delà. Après les super infirmières hier. Non, mais les conversations avec l'au-delà. L'au-delà, puis l'au-delà ci, l'au-delà ça. Hein? Alors, si vous voulez commencer tout de suite à nous téléphoner, vous avez peut-être des expériences à raconter. Pas sûr que je vais vous croire, mais vous avez peut-être des expériences à raconter. À Montréal, 514-790-0874, de partout au Québec, gratuit, 1-877-790-3535 ou par Internet www.tqs.ca. Ah, Belinda Astronac, après la chienne Astronac de notre ami Peter MacKay. Écoute, à 2 semaines après l'histoire là, où on pense que Peter MacKay a dit, vous l'avez déjà. En parlant de la chienne. Oui, c'est ça, mais il a dit, vous l'avez déjà. Il n'a pas mentionné, en tout cas, il n'y a pas d'enregistrement. Mais cette semaine, on apprend qu'à Vancouver, Norman Spector, ça c'est l'ancien chef de cabinet de Brian Mulroney quand Brian était au pouvoir, ça a été l'ambassadeur du Canada en Israël. Norman Spector était sur une station de radio de Vancouver. Oui. Où est-ce qu'on lui a fait parler de Belinda? C'était une radio communautaire? Non, c'était une vraie. C'est pas une réédition de Guy Fournier. En voyage. Mais on lui faisait parler. Il dit une personne qui a cassé, comme elle a cassé avec Peter MacKay, qui a brisé le mariage de... Mais il était pas marié. Son mariage, le mariage de Ty Domi. Non, le mariage de Ty Domi. Il dit, on appelle ça une bitch. Bon, mais oui, c'est vrai. Une bitch. Et là, évidemment, le mot a fait comme une traînée de poudre. Et comme toujours, dans notre bonne société, il y a des gens qui sont allés avec leur micro pour lui demander, voulez-vous vous excuser? C'est pas pantoute. Il dit, avez-vous choisi le mauvais mot? Et la réponse est suave.
Norman Spector a dit « Je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire parce que c'est exactement la définition du dictionnaire anglais d'Oxford. » Oui. Au sujet d'une bitch, on dit que c'est une personne malicieuse et tricheuse. Ah, c'est Belinda Stronach. Oui, en tout cas, moi, je sais que notre ami Michel Giroir m'a dit qu'elle se laisse faire les rumeurs, laisse faire les rumeurs, je veux pas t'entendre. Non, c'est pas une rumeur, c'est vrai. Veux surtout pas que tu dises en ondes, veux surtout pas que tu viennes dire ici ce que tu nous as dit hors des ondes. Non, mais laisse-moi parler un bout de phrase. Non, je veux pas. Qu'elle va au Buona Notte sur Saint-Laurent. Elle est une cliente régulière et Michel Giroir m'a dit que j'aurais des chances d'y aller. OK. On va parler ce matin. Attention, t'as pas parlé de l'autre bitch? Quoi? Rona Ambrose, qui bitch le Québec à tour de bras. Comment qui bitch le Québec? Elle nous chie sur la tête. C'est carrément l'expression. Je m'excuse. Elle nous composte sur la tête. Non. Excuse-moi, là. En quoi tu peux dire des choses semblables? Parce qu'il y a 3 semaines, elle accusait les libéraux d'avoir faussement acheté des unités de carbone pour bien paraître dans Kyoto. Ensuite, elle accueille la pétition au ministre Claude Béchard jeudi dernier pour les gaz à effet de serre et elle nous dit hier que notre plan environnemental n'est pas satisfaisant pour elle. Elle sait même pas lire le français. Ben, voyons, donc t'es bien. Elle sait pas lire le français. T'es bien borné. Elle est bornée, oui. Quand est-ce qu'elle a pris le temps de lire le plan québécois de gaz à effet de serre? Penses-tu que son cabinet est vide? Il n'y a personne qui est capable de lui résumer son chef de cabinet qui est de la droite religieuse. Oui, le Québec is not part of my concern. Il n'y a pas juste une personne dans le cabinet d'un ministre dans le gouvernement fédéral. Voyons donc, t'as des conseillers. On se demande si elle est seule, oui. Non. Viens pas me dire que c'est une ministre compétente. Elle veut même pas nous donner notre argent qu'elle nous doit. Bien, il paraît que ça n'a pas été signé. Ça n'a pas été signé, puis l'Ontario a eu de l'argent, puis ils n'ont pas de plan. Non, mais ils ont signé. Ils ont signé quoi? Un plan vide. Ben oui, mais les plans vides, là, on connaît ça. Ici comme ailleurs, les plans vides, il y en a pas mal dans ce domaine-là. Rona Ambrose, l'environnement, à mon avis, là, c'est un parc de faiseux qui essaye de te faire peur pour avoir de l'argent pour vivre sur ton bras. Toi, cette valeur, tu vas être mort quand la planète va être détruite. Tu n'auras pas le bénéfice de jouir de ça. J'aimerais ça que tu restes en vie pour voir ça. Je vais vivre probablement pas mal plus longtemps que toi. Ça, c'est vrai. Je t'en fais la prédiction. Chez nous, ça vit jusqu'à 100 ans des fois. Ouais. Alors, attachez-vous. C'est pas fini. Non, on fera comme la reine mère, on te traînera dans une chaise roulante. Non, mais... OK. Bon, on va parler, en ce jour de l'Halloween, des phénomènes paranormaux. Oui. Toi, couché dans ton cercueil, je t'imagine en train de réfléchir... Non, actuellement, je dors. Et à parler aux esprits. Je dors. Tu dois parler aux esprits de temps en temps. Non. T'as pas eu cette prétention-là de temps en temps? Non, il faut pas. C'est justement, il faut pas courir après ça. C'est une expérience qui arrive comme ça, ici et là. Il y en a qui ont eu des expériences très intenses. Moi, ma fille n'a eu une. Mais tu crois ça? Ma plus vieille n'a eu une dans la maison, oui, où on demeure, est entrée en contact avec un enfant qui était mort noyé dans la baignoire où on reste. Il y a plusieurs générations de ça. Et elle m'a dit un soir qu'elle l'a vu monter l'escalier. Et c'est en faisant des recherches par la suite qu'effectivement, il y avait un petit garçon qui était mort. Et les maisons, moi, je pense, absorbent ça. Les maisons vivent. Tu crois à ça, toi? Tu crois à ça, les phénomènes où est-ce qu'il y a des gens là, qui disent la porte s'ouvre puis elle se referme? Des formes d'énergie, Il y a quelqu'un qui marche au deuxième étage quand la maison est vide. Une certaine forme. Moi, je crois à ça. Ça se peut pas, par exemple, que mon âme meure après mon passage terrestre. Mais est-ce que ça se peut que tu sois un peu troublé quand ça arrive? Non, pas du tout. Ça me trouble pas, au contraire. Non, un peu troublé, un peu dans un moment d'égarement psychologique qui fait que tu es prêt à accepter... Sur les manches? Non, pas sur les manches. Non, pas nécessairement sur les manches, là. Mais tu peux avoir un égarement. Tu peux avoir un état d'esprit où tu te sens réceptif. Non, mais il y en a... Non, il y a des gens qui sont comme des pôles récepteurs, comme une antenne. Ça existe, ça. OK. On a une personne qui est en ligne avec nous qui s'appelle France Gauthier. Plusieurs la connaissent. Elle a déjà écrit 2 livres. Il y en a un 3e qui s'en vient. On ne meurt pas est le titre d'un de ces livres-là. Et elle a raconté à maintes reprises ses expériences. Elle est donc au bout de la ligne avec nous. France, bonjour. Bonjour, Richard. Salut, Stéphane. Bonjour. D'abord, expliquez-moi à quel moment ça vous est arrivé dans votre vie. Est-ce que ça a commencé à un moment fixe ou si vous étiez prédisposé dans le passé bien avant à ce genre de communication paranormale? Mais je vais commencer par vous dire, Richard, que moi, je suis pas médium du tout, là. Je suis journaliste comme vous. On s'est déjà croisés souvent sur toutes sortes d'événements. Et je vais vous dire que mon scepticisme à moi, parce que j'étais très sceptique il y a 4 ans et demi avant que ça m'arrive comme une douche sur la tête, je dis tout le temps, j'ai tellement craché en l'air qu'il y a un torrent qui m'est tombé sur la tête. Alors, avant, j'étais sceptique et moi, prenez-le pas personnel, mais moi, c'était dû à mon ignorance. À partir du moment où je me suis mis
C'est ça, vous pouvez rire. Non, mais Stéphane, tu prends ton bar, là, puis on va se mettre à 2 contre Richard Desmarais, OK? Oui, ça s'en vient. Alors, tout ça pour dire que quand je me suis mis, justement, à en vivre l'expérience, à faire vivre l'expérience à d'autres personnes, à faire une enquête, à lire, à vivre après ça des expériences, à chaque fois que je fais des entrevues pour la revue La Semaine, parce qu'il y a un deuxième livre qui est déjà sur le marché qui s'appelle La vie après la mort. Stéphane est dedans, d'ailleurs. C'est 50 entrevues avec 50 personnes très crédibles qui ont vécu toutes sortes de choses. Ben, et quand tu te mets à lire puis à vivre ces expériences-là toi-même, moi, j'ai vécu des régressions en hypnose. J'ai fait remonter en moi des mémoires de d'autres vies. Est-ce que c'est exactement ça ou on peut appeler ça autrement? Écoute, le grand spécialiste américain Raymond Moody a écrit un livre qui s'appelle Voyage dans les vies antérieures, puis lui-même, il dit tous ces sujets-là sous hypnose se mettaient à parler couramment hébreu ou allemand alors qu'ils n'avaient jamais parlé un mot d'allemand, puis ils pouvaient nous décrire les lieux où ils avaient vécu. Je pourrais pas vous dire scientifiquement que ce sont des vies antérieures, mais pour moi, c'est ça que ça a de l'air. Est-ce qu'il y a eu des choses traumatisantes? Non, moi j'ai rien vécu. Oui, j'ai vécu des choses traumatisantes en faisant des entrevues il y a 1 an de ça avec des gens qui avaient vécu ce qu'on dit de la possession. C'est quoi de la possession? Bon, écoute, moi, je suis pas capable de vous le définir, mais c'est certainement pas ce que l'Église catholique en a fait, là. On peut s'entendre qu'effectivement, comme Stéphane le disait, il y a des énergies. Quand on meurt, la théorie qui est la plus plausible, c'est que l'énergie continue. Tout est énergie dans le monde. Tout est énergie dans l'univers. Alors, tout vibre à différentes fréquences, et là, c'est la physique qui est en train d'expliquer ces mondes parallèles-là, parce qu'effectivement, la théorie des cordes, qui est la plus connue maintenant, qui explique qu'il y a au moins 11 dimensions. Richard, on vit en 3 dimensions. On connaît la 4e, qui est l'espace-temps, mais la 5e, la 6e jusqu'à la 11e, là, ils sont là, ils vibrent à d'autres fréquences, on les voit pas. Exactement comme les pales d'un ventilateur. Qui est-ce qui a dit ça, qu'il y a 11 dimensions? Ben, écoutez, je vous ferai regarder des beaux documentaires, mais vous savez que les physiciens sur la planète, là, ça fly haut, ça. Ouais. Alors, présentement, tous les grands physiciens de la planète s'entendent sur une théorie qui s'appelle la théorie des cordes, pour expliquer que mathématiquement, c'est-à-dire donc c'est des théorèmes, c'est des formules mathématiques, il existe 11 dimensions au moins. C'est sûr que la science n'arrête pas d'évoluer, puis qu'un jour ils vont nous arriver, ils vont nous dire qu'il y a des milliards de dimensions. Et la théorie du Big Bang est déjà contestée à travers cette théorie-là. Ils expliquent que le Big Bang, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant. Moi, ça me satisfait pas le Big Bang. Qu'est-ce qu'il y avait avant? C'est ça, exactement. Alors, eux autres qu'ils expliquent avec la théorie des cordes, c'est que c'est des membranes de mondes parallèles qui se sont fusionnés. Et notre univers à nous, celui qu'on voit, il est dans ce monde-là, il est dans cet univers-là, mais il y en a plein d'autres autour. Alors, il y a des grands spécialistes sur la planète, Richard, qui font des recherches à savoir c'est quoi la médiumnité. Moi, je peux vous dire, parce que j'ai lu beaucoup là-dessus, il y a eu des milliers d'études qui prouvent que la télépathie, ça existe. Oui. La médiumnité, ça existe. La clairvoyance, ça existe. Les rêves prémonitoires, ça existe. Ça a été reproduit en laboratoire. Moi, j'en ai fait 2 dans ma vie, des rêves prémonitoires. Qui annonçaient quoi? Il y en a un, là, je vais vous le compter, parce que c'est le plus frappant des 2. Je me suis réveillée en plein milieu de la nuit. Je faisais vraiment un cauchemar. Je voyais une femme asiatique couchée sur un lit de camp, avec des lambeaux de chair qui pendaient par terre, puis du sang qui dégoulinait. Et là, j'ai pas été capable de me rendormir. Je me suis levée le matin, je suis allée chercher ma presse. Puis sur le front page de la presse, il y avait une lithographie d'une femme asiatique couchée sur un lit de camp avec des lambeaux de chair qui pendaient puis du sang qui coulait. C'était les 60 ans d'Hiroshima. Moi, là, je vous jure que je savais pas la veille avant de me coucher qu'on allait fêter les 60 ans d'Hiroshima le lendemain. OK. France, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, mais vous lirez le prochain, il va être encore plus flyé. Il va s'appeler comment? Écoutez, j'ai pas de titre encore, mais je travaille avec un médium qui est vraiment, vraiment spécial. On vous lira, France. Merci beaucoup, France Gauthier. Alors, notre question ce matin, je vous la repose. Vous en avez peut-être vécu des expériences comme France Gauthier. J'ai de la misère à me laisser impressionner par ça, mais la question, c'est croyez-vous aux expériences paranormales? On revient dans un instant. Un autre qui a vécu des expériences bizarres, André Gauthier, le commentateur sportif, celui qui faisait la description des matchs des Nordiques. On se connaît, André, depuis des années. Bonjour, André. Bonjour, Richard. Bonjour, M. Gendron. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter?
Ah, Richard, ça date de bien loin. C'est dans les années 70, suite au film The Exorcist. Oui. Nous qui avons été élevés dans des racines judéo-chrétiennes, ça faisait bizarre de voir un film comme celui-là. Et dans le générique, à la fin, il y avait tellement d'évêques, d'archevêques, de cardinals, de psychanalystes que l'on voyait qui avaient servi comme référence. Alors, j'ai fait une petite enquête avec ça. Je voulais aller voir des gens qui avaient pratiqué des exorcismes. Et puis, finalement, effectivement, j'ai rencontré Monseigneur Rosario Le Sieur, qui est un formateur de prêtre qui, à l'époque, avait 70 ans. Je présume qu'aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Okay. Mais lui, il nous avait dit, effectivement, que le démon existait. Le mal, évidemment, on l'appelle le démon, évidemment, pour eux, mais c'est le mal qui existe. Et que l'Église pratiquait des séances de spiritisme et qu'il ne recommandait pas aux fidèles de jouer avec ça, parce que c'est extrêmement difficile. Eux autres le faisaient. L'Église disent qu'ils pratiquent des séances de spiritisme pour déchiffrer des vieux manuscrits. Là, ça peut peut-être durer 6 mois pour déchiffrer un paragraphe. Mais là où j'en ai, c'est que par la suite, il y a des gens qui sont venus me voir qui ont dit « Ah, tu fais de la recherche en démonologie et puis j'ai quelque chose à te conter. » Puis là, ça s'est passé dans la région de Hull, Ottawa. C'est un jeune homme qui a rêvé au démon et que le démon le menaçait et qu'il allait mourir dans pas grand temps. Et là, je vous parle d'une période de 6 mois à peu près, 6-7 mois. Le jeune homme dépérissait, mangeait plus, il maigrissait à vue d'œil, tellement que les parents, qui étaient évidemment de bons catholiques, sont allés voir le curé. Le curé leur reçut plus tard la confesse, la communion, comme c'est le cas habituellement, mais ça a dépéri jusqu'au jour où, de lui-même, le jeune homme est allé voir le curé un matin, et puis le curé lui a dit la même chose, je vais te confesser, puis je vais te donner la communion. Il est entré dans une rage, il a pris la poignée de la porte, il l'a arraché avec ses mains, il a lancé la poignée de la porte en direction du curé, et il lui a dit « Ingiro mimus nocte et consumimu rigni ». Et quand le monsieur m'a dit cette phrase-là, je comprenais pas du tout, et j'ai demandé à un prêtre de me la traduire, mais lui avait de la difficulté. Et il m'a conté par la suite que Ingiro mimus nocte et consumimu rigni, c'est du latin littéraire, c'est du latin de Cicéron. Okay. Et là, ça va bien, Ingiro mimus nocte, ça veut dire nous sortons des profondeurs de la nuit et nous sommes consumés par le feu. Et le jeune homme a lancé ça au prêtre sans avoir de notion de latin. Il est décédé sur place d'une syncope et on a dit plus tard, bon, malnutrition, dépression, évidemment. Et puis, mais si vous regardez la phrase Ingiro mimus nocte et consumimu rigni, à partir de la dernière lettre, si vous partez de la dernière lettre et vous revenez à l'envers, c'est la même phrase. Comme on faisait quand on était jeune, Luc, nu, a un cul. Ben, si vous prenez la dernière lettre, c'est la même phrase à l'envers. Et on sait que le démon, en démonologie, le démon peut parler à l'envers et peut arrêter le temps. D'ailleurs, Charles Manson, dans son procès, l'horloge du tribunal s'est arrêtée fréquemment quand Manson pénétrait à l'intérieur du tribunal. Ah oui, oui. Et puis, c'est ça. Et ça, ça fait que, à un certain moment donné, là, il y a des choses qui sont très bizarres. Moi, j'ai parlé avec Monseigneur Rosario Le Sieur, Monseigneur Bello, qui, à l'époque, avait pratiqué des exorcismes, évidemment. Et ces gens-là nous disaient, c'est absolument hallucinant de voir un jeune enfant de 5 ou 6 ans parler couramment latin avec lui. Et c'était sorti cette phrase. André, je dois vous arrêter. Merci beaucoup. Très intéressant. On va prendre un autre appel maintenant. On va aller voir d'autres personnes qui ont peut-être des choses à nous dire là-dessus. Francine, à Montréal maintenant. Bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Félicitations de votre émission. Merci. Monsieur Gendron, moi, mon problème, c'est assez grave, merci, parce que c'est très morbide comme révélation. C'est que ma mère est décédée dans son logement en 2001. Alors, elle est décédée le 15 décembre, et puis on a retrouvé son cadavre seulement que le 29 de janvier. OK. Alors, tout bonnement, nous, on pensait qu'elle était comme partie en vacances, parce que moi, c'est une madame que j'ai adorée, c'était ma mère. Oui. Et puis, depuis son décès, le problème que moi, j'ai vécu dans mon nouveau logement, qu'elle n'est jamais venue, elle allume régulièrement mon vidéo. Alors, moi, j'ai plus d'image. Et puis là, à un moment donné, je me suis dit peut-être qu'elle me demande d'aller chercher la urne de son décès parce qu'ils l'ont incinéré sans nous le dire aux enfants. Alors, j'ai décidé de payer 500$ puis d'aller chercher ma mère. Et imaginez-vous donc, ça lâche pas. Ce mois-ci, elle a encore allumé mon vidéo 2 fois. Mais tu sais que vous n'êtes pas en train de vous asseoir de temps en temps sur la télécommande? Non, je vous le jure, j'ai même mis ma télécommande dans mon tiroir de bureau
pour voir. Je dis, voyons donc, ça n'a pas de sens. Moi, je le croyais même pas. Mais ça s'allume à toute heure de la nuit, du jour, n'importe quand? Oui, à 3h moins quart dans la nuit. À quel poste? À quel poste? Moi, je suis souvent TVA, au 5 ou au 7. Mais je vous... Au 7? Mais c'est TVA, ça, le 7. C'est ça, la malédiction. Ah, voilà. Écoutez-moi bien. Il y a une de mes amies de femme qui est venue coucher chez moi. Oui. J'ai été malade. À un moment donné, elle dit, mais mon Dieu, Francine, a dit, ta mère, elle a allumé le vidéo à 3h moins quart. Puis moi, je l'avais pas entendu. Ça fait que des effets paranormaux, quand on est proche de notre mère, là, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est d'avoir comme un numéro de téléphone pour communiquer avec quelqu'un de qu'est-ce qu'elle veut me dire. Le numéro de... Ben, il y a Mme Minou, je pense. Non, mais c'est pas... Mais elle a peut-être... Nos recherchistes sont peut-être des... Oui, Annie, Annie Bourg va prendre vos coordonnées, c'est important. Elle a la capacité de vous donner une référence. Annie, elle est médium un peu, c'est bon. Oui, on va prendre un appel. On prend un appel du côté de Laval maintenant. Mario est à Laval. Bonjour. Mario? Bonjour, messieurs, ça va bien? Oui, on vous écoute. Moi, ça a commencé en 2000 avec un rêve prémonitoire, là, comme Franck Gauthier disait. Oui. La tante de mon conjoint a rentré à l'hôpital, puis j'avais fait un rêve. J'ai dit, Crime, on a rentré ta tante à l'hôpital. Comment? Puis 10 minutes après, sa sœur l'appelle, puis elle dit, on a rentré ta tante à l'hôpital, Rose. Ben, tu sais, il dit, je le sais, Mario vient de me le dire. Ben, il dit, il n'y a pas personne qui le sait, je suis la première appelée. Ben, il dit, il l'a rêvé. Puis une couple de jours après, j'ai vu dans mes rêves son père, qui est mort avant que je le connaisse. Et puis, il m'a dit qu'il n'aimait pas sa photo parce que lui, il était incinéré, il y a un columbarium. OK. Oui. On était voir au cimetière, puis la plaque est encore là, est scellée, mais la photo n'est plus en dessous. En 2001, on a déménagé à Laval, et puis ici, il y a une dame qui s'appelait Marie-Louise qui restait avant que la propriétaire achète la maison. Compliqué. Et puis, elle allume les lumières... à distance? Ben, pas à distance. Je veux dire, avant ça, on avait des grosses switches qui faisaient toc-toc, là. Des grosses switches. T'es couché, puis t'entends toc-toc. Bon. Tu te lèves, bon, les lumières sont allumées. Qu'est-ce qui se passe? Somnambule. Il y a quelqu'un qui est somnambule dans la maison. Non, ben, pas vraiment. Pas vraiment, là. Et puis, un soir, j'étais réveillé, là, juste à côté de moi, j'avais une canette de coke. Oui. Et puis, elle tombait à terre. Crouch. Oui, mais ça arrive souvent aussi. Ça arrive souvent. Parce que dans mon sommeil, je bouge, fait que ça revole. Comme ici, des fois, je oui. regardais à la TV, là. Ouais. Ouais, mais ça vous en fait pas mal, vous. Je trouve que... Me méfierais. Méfiez-vous de vous-même. D'ailleurs, je dois vous arrêter pour faire la pause. Je rappelle la question. Il y a bien des gens qui ont des expériences. On en a aussi par écrit. T'as une vie plate, toi, Richard, quand j'écoute tout ça. Là. Ouais. Alors, la question ce matin, c'est croyez-vous aux expériences paranormales qui vous arrivent ou qui vous sont racontées par des gens? Ouais. Hey, les enfants qui pleurent, les enfants qui marchent, les lumières qui s'allument, les télés qui s'allument, qui s'éteignent, c'est légion. On lit ça depuis... Moi, j'ai un courriel ici de Nicole. Oui. C'est très grave. Bon. Je ne sais pas si je vais être capable de vous lire. Je sens que tu vas dire des niaiseries. Nicole de Pointe-Calumet nous écrit « C'était en automne, le soir, à l'heure du souper. Je commence le souper et je demande à mon conjoint d'enlever le papier ciré autour du ballonnet. Je mets du beurre et de l'huile dans la poêle et je demande à mon conjoint de me donner le ballonnet. Le ballonnet n'était plus là. On a fouillé jusque dans les vidanges. Le ballonnet était disparu. Et le chien aussi était parti dehors. Non, mais quoi? Non, mais écoute, paranormal avec du ballonnet. Mme Tremblay à Saint-Félicien dit que les anges lui ont annoncé 12 heures d'avance que son père était pour gagner un voyage dans le sud de 5 000 $, puis il a gagné le voyage. Avec Pierre Corbeil. C'est Yves Corbeil qui était... L'ange Yves Corbeil était dans la maison. C'est quoi? Moi, ici, à 4... Regarde bien ça. Moi, j'ai vécu ce genre d'événement. Aux 4 ans, je vais voter et j'ai toujours l'impression de voter pour la bonne personne. Puis finalement, c'est un pauvre nono. Le paranormal dure 4 ans. On prend un appel à Laval. On a Hélène qui est en ligne. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Moi, j'ai deux petites expériences à vous raconter, puis ça ne me fait pas peur d'en parler. Quand j'avais à peu près 10-12 ans, mon grand-père est décédé. Oui. On avait dormi, ma sœur et moi, dans un divan-lit dans le salon. Et puis, en pleine nuit,
j'ai ouvert les yeux, puis j'ai vu l'ombre de mon grand-père qui était en combinaison blanche, assis sur un fauteuil. Attention, là, vous avez vu... Oui, mais attention, vous parlez de l'ombre, là. Depuis quand une ombre, ça n'a pas de couleur? Un instant. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Et puis là, c'était comme une image blanche. Puis je l'entendais me dire, si jamais il y a quelque chose, pense à moi. Si jamais tu es malheureuse, pense à moi. Bon. Les années ont passé. 30 ans plus tard, je me suis retrouvée avec ma soeur dans un restaurant avec des amis, puis tout ça. Je n'avais jamais parlé à personne parce que, justement, j'avais peur de passer pour une folle. Alors, 30 ans plus tard, ma soeur commence à raconter l'événement que la nuit que mon grand-père avait été enterré, qu'elle avait vu la même chose que moi. Là, j'ai regardé ma soeur, je dis, c'est pas vrai. J'ai pas eu peur du tout, mais on s'est regardé, puis on est dit, ben, c'est le fun, comme ça, il va nous suivre partout. Et, est-ce qu'il vous suit? Ben, je pense à lui, oui, c'est sûr, mais ça fait pas peur du tout. Je pense que c'est beaucoup plus le subconscient, mais pourquoi qu'on l'a vécu à deux? Pourquoi qu'elle a vécu la même chose? Vous étiez proche. En 96, ma mère est décédée, puis la nuit de son enterrement, je l'ai entendu m'appeler. Je me suis levée, j'ai fumé une cigarette, puis là, j'ai dit... Êtes-vous sûr de ça que c'est une cigarette? Non. J'ai dit, maman, j'ai dit, regarde, j'ai dit, moi, j'ai pas besoin de toi. Je dis, appelle ma soeur. Pas un joint, M. Gendron, une cigarette. Est-ce que vous l'avez envoyé chez votre soeur? Oui, non, je lui ai dit, j'ai dit, maman, j'ai dit, regarde, j'ai dit... Aide ma soeur. J'ai dit, appelle ma soeur, j'appelle ton autre fille parce que je pense qu'elle a des problèmes. Puis ma soeur m'avait jamais appelé le matin de bonne heure. Jamais. Puis elle vous a appelé ce matin-là? Le matin, elle m'a appelé en pleurant pour me dire qu'elle avait de la peine, en tout cas, qu'elle avait rêvé que ma mère lui avait parlé. Bon. Moi, c'est des belles expériences. Oui. C'est positif. Ben, c'est très positif, puis ça me fait pas peur pantoute. OK, merci Hélène. On va aller à Laval encore. On a Linda qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, M. Desmarais et M. Gendron. Bonjour, Linda, s'il vous plaît. De votre émission. Merci. Mais moi, je sais pas si je vais vous faire rire, là. C'est pas comme l'autre. Il y a personne qui m'a apparu, mais l'expérience a été très traumatisante. Je m'apprêtais à me coucher et lorsque je me couchais, le nuage illimité de largeur et en hauteur au plafond, c'était blanc. Et puis là, j'ai eu tellement peur que j'étais pas sur la drogue, j'étais pas sur la boisson, je n'ai pris aucune pilule et je ne rêvais pas. Donc, comme je vous le dis, je l'ai vécu. Et puis, j'ai mis pour prendre le téléphone sur ma table de chevet. Écoutez-moi bien, là. J'ai mis pour prendre le téléphone sur ma table de chevet et mon corps a paralysé. Je ne pouvais pas tendre le bras vers le récepteur. Et puis, les gens m'ont dit après suite, ils ont dit, t'aurais pu demander une belle faveur au Seigneur, ou il y en a un autre qui m'a dit que j'ai fait un voyage astral. Moi, je pense plutôt que vous étiez endormi, vous avez juste rêvé. Entre deux, vous étiez dans les vapeurs, comme on dit. Tu sais, quand t'es dans les vapeurs. Non. Hein? Ça peut pas être ça, juste un petit rêve endormi. Non, que j'étais bien éveillé, là. Hey, c'était blanc illimité. Je me souviens de ça 22 ans après, là. Écoutez, je pense pas à ça tous les jours, mais j'ai dit, je vais les appeler, je vais les faire rire. Okay. Quoi, okay. Merci beaucoup. On va aller maintenant à Saint-Donat. On a France à Saint-Donat. Bonjour. Oui, bonjour, M. Desmarais. Bonjour, M. Gendron. Je suis de votre village préféré. J'aimerais vous dire, il m'est arrivé quelque chose d'assez spécial. C'est en 99. Moi, j'ai 44. Ma soeur, elle a 30 ans. Puis, j'étais partie dans un de mes voyages avec mon sac à dos. J'étais à Hawaï. Ça faisait 1 mois et demi que je campais dans les îles. Puis quand je pars en voyage, j'appelle pas la famille. Puis à un moment donné, un soir, je me suis dit, Seigneur, je pensais à ma famille. J'ai dit, je suis chanceuse. Il n'y a pas de tragédie qui est arrivée encore dans ma famille. Le lendemain matin, je me lève. Je dis, Seigneur, j'avais rêvé que ma soeur pleurait. Puis elle pleurait. Puis il n'y a pas de téléphone à Hawaï où j'étais en camping. Puis là, il fallait absolument que je trouve un téléphone pour l'appeler. C'était plus fort que moi. Puis quand je l'ai appelé, elle m'a dit, ça fait 6 heures de temps que j'essaie de te rejoindre par télépathie pour te dire que papa il est mort. Puis il faut que tu sortes de là, puis il faut que tu te rendes pour demain soir, parce que c'était un samedi matin. Il fallait que je sois rendue au funérailles le dimanche soir, parce que ça fermait à 9 heures. Ben, je vous dis, là, c'est arrivé, j'ai été capable de me rendre avec tout ce qui est arrivé automatiquement, là, comme les pages jaunes se sont ouvertes, là, puis je suis arrivée en plein sur une agence de voyage qui pouvait me donner un 50% pour sortir des îles. Quelqu'un est venu me chercher quand j'attendais en ligne pour me dire, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai dit, mon père est mort, faut que je me rende au funérailles. Il m'a dit, OK, passe en premier.
tout est arrivé, puis je vous dis, je me suis rendue à 9h au funérailles pour voir mon père 5 minutes avant que les portes ferment. OK. Merci, France. Merci, c'est tout le temps qu'on a. On doit aller retrouver Dave Leclerc à Québec. Lui, c'est un vrai. Pour connaître le sujet du grand journal ce midi. Bonjour, Dave. Bonjour. On va parler d'un sujet qui fait peur à bien des gens. Ah oui, vous aussi. Oui, les changements climatiques. Ah non, Richard, il dit que c'est un épouvantail, c'est pas vrai. Il préfère croire la petite Ambrose. Là. Ah oui? Bon, voyez-vous, hier, il y a un document de 700 pages qui a été publié par l'ancien économiste en chef de la Banque mondiale, Nicolas Stern, qui dit, écoutez, là, c'est vraiment épeurant, justement, ce qui s'en vient, parce qu'on attend une facture de près de 7 000 milliards de dollars pour l'ensemble des pays du monde, une baisse dramatique de 20 du PIB, donc une récession terrible, comparable à la crise de 1920-1929. Et il faut réagir parce que les changements climatiques vont changer votre quotidien, vont changer votre vie, vont avoir des impacts sur l'économie. Et notre question est la suivante. Est-ce que les environnementalistes sont trop alarmistes? Dans le fond, c'est la question de savoir est-ce que dans le fond, c'est un épouvantail ou vous y croyez? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour faire des changements? Lui, c'est paranormal, cette affaire-là. La fonte des glaciers, c'est du paranormal. Oui, c'est pas vrai. Richard, mais est-ce qu'on va se faire peur avec ça? Ben non, il va être mort, on s'en fiche. Ben c'est ça. OK, merci, on vous écoute à midi, Dave. Salut. Merci. Alors, je vous rappelle notre question ce matin. On parle, en cette journée de l'Halloween, de phénomènes. Alors, croyez-vous aux expériences paranormales? Est-ce que tu as la photo en arrière? As-tu du courriel? Oui, j'en ai quelques-uns ici. J'ai de la misère parfois à me retenir de rire. Oui, alors Pascal nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Non, mais Raymond, à contre-cœur, il dit, comment ça se fait qu'il y a des femmes qui appellent pour parler de ça? Parce que c'est les femmes qui ont vu le Christ ressusciter. Ah bon. J'en ai un autre ici, M. Baudouin, alors, il dit, êtes-vous capable de m'informer si ça coûte un interurbain pour parler à un mort? Ça fait longtemps que j'ai pas eu des nouvelles de mon grand-père. Plate pas mal. J'ai l'explication du vidéo, madame de tout à l'heure, c'est que ici, la femme avec le vidéo que sa mère allume, voyons donc, vous savez très bien que sa mère sait même pas comment se servir d'un vidéo, mais preuve à l'appui, souvent c'est des voisins qui ont la même marque de vidéo avec le transfert d'ondes qui passe à travers les murs et là tout s'allume. Ah oui. Un mobile de bébé aussi. Quand le voisin rentrait son garage dans le char, le mobile du bébé partait. C'est un transfert d'ondes. C'est des ondes folles. OK. Mais tu vois, il y a une explication à tout. J'ai raison, hein? J'ai raison d'être un sceptique. Oui. OK. À Laval, tiens, Manon. Manon, bonjour. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux. Vous êtes tellement dynamique. Hein? Oui. Ah oui. Comme Mongrain, là. Oui. Comment comme Mongrain? Oui, Mongrain aussi. Bonjour. Écoutez, non, moi, j'ai acheté une maison en 93. On a acheté une maison en 93. Bon. J'avais eu un rêve prémonitoire. Bon. J'avais rêvé qu'une femme sortait de mon plancher de cuisine. C'est comme si elle était dans un cercueil. Non. Bon, c'était un rêve. Entre deux planches? Ouais. Non, mais du plancher. C'était un plancher de bois franc ou c'était du plancher flottant? Non, c'était en fait de la céramique. Ah, OK. Oui, M. Gendron, vous êtes mourant. OK. Oui. Laissez-la arriver parce qu'on finira pas, on connaîtra pas la fin de son histoire. Pas. Mais tout de même, on est emménagé et puis elle marchait dans la maison. Elle marchait, on l'entendait marcher comme si elle avait des bottes avec un talon. Elle marchait. Elle marchait en haut, elle marchait, oui. Mais vous ne l'avez jamais vu. Quel âge à peu près? Comment? Quel âge à peu près? Qui ça? Ben, la femme qui marchait. J'ai aucune idée, mais elle était blonde. Dans ma tête, elle était blonde. Tu veux dans sa tête. Donc, ça devient... Mais c'est parce que c'était mon rêve je l'avais vu blonde. Okay. Mais on l'entendait marcher. J'étais pas la seule, là. Mon conjoint était avec moi, on l'entendait marcher. Et vous me croyez pas, là. Je vous regarde, là, messieurs, là. Vous me croyez pas. Il y a un petit décalage. Et puis après ça, on a fait installer un détecteur de combustion lente dans le sous-sol. Oui. Et puis, là, vous allez me dire, c'est le vent. Non, c'était pas le vent. Elle chantait. Qu'est-ce qu'elle chantait? Elle chantait. Ouh. Non, c'est sérieux. Là. Ben, ma copine était avec moi. Vous n'êtes pas drôle de pas me croire. Non, mais... Vous pensez que Non, écoutez, je vous appelle pas pour vous embêter, là. Non, mais c'est parce qu'on a de la misère. Moi, j'ai de la misère, en tout cas. Oui, je sais, M. Desmarais. J'ai de la misère. Mais écoutez... C'est un vieux sceptique.
Monsieur Gendron, j'aimerais avoir votre opinion tout de même. Sur ce que je viens de vous dire. C'est possible, mais il faudrait que je mette mon œil là-dessus. Hein? J'aimerais ça aller voir de visu. Aller voir Non, vous l'auriez entendu, vous l'auriez pas vu. Surtout si c'est une blonde, je l'aurais détecté. D'accord. Merci. OK. Ah ben, vous êtes bien plaisante. Merci. Merci beaucoup. Bon, tu vois, le phénomène paranormal, ils viennent de me couper le son dans mes... Mais il y en a un vrai ici. C'est arrivé la semaine dernière. Le gars, il dit, j'ai entendu la voix de Pierre-Elliott Trudeau par l'entremise de son fils. C'est vrai! Par l'entremise de son fils, oui. Oui. Je dirais pas ce que je pense. Alors, vive la mère Tremblay. Bonne Halloween à tout le monde. Merci d'avoir été là. Passez une excellente journée. On va se retrouver demain matin. On est déjà dans le mois de novembre demain. Au revoir. On va avoir de la compétition. Enfin, hein? c'est ça, je pense, qui est à voir. Comment Walmart pourrait devenir un meilleur banquier que nos banquiers traditionnels qui nous égorgent. Là, tu fais une transaction, tu fais le chèque, ça te coûte toujours 2 piastres, 2 piastres, 2 piastres. Ils ont enlevé les caissières en nous disant que c'était pour l'économiser. Puis une fois qu'on s'est habitué à travailler avec une carte guichet, la carte guichet te coûte toujours de l'argent. Ou en général, il faut que tu maintiennes 5 000 dans ton compte de banque à la Caisse populaire pour ne pas avoir de frais de transaction. C'est dégueulasse. Dès que tu descends à 4 999, ils te chargent toutes tes transactions du mois. Puis, penses-tu que Walmart n'a pas les reins plus solides que certaines banques, peut-être, au Canada, quand tu as un chiffre d'affaires de quoi, je sais pas combien, c'est plus gros que le budget du Québec, ça, Walmart. Ah, ça, c'est certain. C'est des milliards et des milliards. Mais ça ne sera pas la première grande chaîne. Non. Canadian Tire a déjà un permis de banque pour agir comme une banque. Mais il y avait déjà des piastres Canadian Tire. Ben oui. Mais les vraies piastres... Tu ramasses-tu, toi? Non. Tu ramasses pas ça? Non, il y a tout de les organiser. Puis je pense que la majorité doivent être comme ça. Mais est-ce que ces travailleurs-là qui viennent pour un emploi saisonnier, tu dois les payer à temps et demi? Ben moi, je pense que la réponse, elle est au bout du rang 2 à Sainte-Clotilde. D'aller au bout du rang 2, les journalistes à Sainte-Clotilde, vous allez voir comment est-ce qu'on traite les travailleurs mexicains. Là, ils sont repartis. On n'aurait pas d'exemple aujourd'hui de ça, mais il en demeure pas moins que si le cueilleur de cocon ramasse un salaire de 12 piastres et demi de l'heure parce qu'il est à temps et demi, écoute, peut-être qu'on pourrait avoir un régime particulier parce qu'en principe, ils ne sont pas soumis aux normes du travail. Mais moi, ce que j'ai... non, en principe, mais le débat va être là-dessus. Mais en quelque part, il faut se mettre dans la tête qu'on va peut-être ruiner des jobs pour des gens qui viennent ici faire une pièce. Parce que pour eux, l'argent qu'on leur donne, c'est une pièce. C'est mieux que la famine au Mexique, mais c'est pas une raison pour en abuser. Non, mais sans en abuser. À 8 piastres, en réalité, si le monde était moins paresseux, si le monde voulait travailler, il y aurait des Québécois pour faire ça. C'est très difficile comme emploi. Ramasser des non, mais l'as-tu déjà... Moi, je l'ai fait 5 ans. L'as-tu déjà fait? Non, je l'ai pas fait. C'est très difficile, c'est très aride. Ils font ça à la pluie, à la chaleur. Il n'y a pas beaucoup de temps d'arrêt. On travaille des 10-12 heures par jour, puis il faut la récolter là, quand c'est dans le champ. On peut pas attendre. Mais oui, mais c'est pas... C'est fait pour être récolté. Oui. Mais arrêtons d'abuser, puis arrêtons d'en faire des esclaves. C'est pas parce que c'est des Mexicains qui parlent plus ou moins français qu'on est obligé d'en abuser. Non. Mais en même temps, je voudrais pas qu'on fasse avec cette industrie-là, une partie de l'industrie agricole. Oui, mais ça, c'est parce que certains agriculteurs crasseux qui ont abusé. C'est parce qu'il y a des crapules qui ont abusé. Il y a des crapules qui profitent du système. Puis il y a des crapules qui se promènent aux frais de l'État puis qui en profitent. Pas besoin de nommer de nom en nom. Tu connais les crapules comme moi. Oui, on connaît des gens. Les maudites crapules. Mais arrête de le dire, puis nomme-les si tu veux. Non, parce qu'il y a un citoyen qui a dénoncé le fait qu'il faisait de l'asphaltage avec son nom et ses pancartes, puis il a reçu l'huissier à la porte. Bon. Pour se rétracter, il s'en prend aux simples citoyens. OK. Parlons de Walmart. Oui, Walmart. As-tu vu ça? Dans le monde bancaire, on va pouvoir aller faire un dépôt. Oui. Échanger nos chèques de paye. Ben, c'est correct. Des produits financiers. Peut-être que la Caisse populaire... Mesdames et messieurs, bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Vous avez un gros budget de déguisement ce matin, le veston? Oui, je l'ai pris dans le garde-robe ici. On n'arrête pas de me harceler pour me dire que je suis une carte de mode. Fait que là, j'ai fait un effort ce matin. J'ai rejoint le club des... le club des vestons. Les vêtus. Le club des vestons. Noir, de circonstances aujourd'hui. Bon Halloween. Oui, l'Halloween. D'ailleurs, on va parler de ce qu'on appelle
les échanges, les phénomènes paranormaux. Vous savez, des gens là, qui pensent qu'ils parlent aux morts, des choses semblables. J'ai ici un adepte du cercueil qui va sûrement avoir une position assez particulière. Une position? Bon, OK, laisse faire. Tu l'as jamais fait d'un cercueil, toi? On va revenir un peu plus tard sur le sujet. Oui. On va commencer par parler d'un grand sujet d'actualité, notamment ce matin, la nouvelle de la presse à l'effet que les travailleurs mexicains qui viennent ici sauver nos champs, parce qu'on a du monde trop paresseux pour aller travailler dans les champs au salaire que ça paye. Donc, 8,52 $, c'est bien payé. Ben, c'est ce que je pense, c'est excellent. Moi aussi. Alors, les Travailleurs unis de l'alimentation ont déposé une requête pour syndiquer les Mexicains qui viennent travailler ici 4 à 5 mois par année. Coudon! Ben, plus que 4 à 5 mois. Les Mexicains arrivent ici au mois d'avril, mai pour les semailles, puis quittent au mois d'octobre pour les récoltes. Là, c'est fini. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. 7 mois. 6-7 mois. Ben oui. Mais en quoi tu as besoin d'aller les syndiquer? Ben, honnêtement, j'ai été surpris, moi aussi, du débat, parce que dans mon temps, tu vas me dire, ça fait pas si longtemps que ça, j'étais payé 2 piastres de l'heure pour travailler sur la terre. J'ai fait ça 5 ans. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est les conditions qu'on réserve aux Mexicains. Il y a certains fermiers qui ne respectent pas la main-d'œuvre, les traitent comme des esclaves. Il y en a même qui ont des postes électifs qu'on ne nommera pas en ondes, qui ont déjà fait l'objet de reportages sur d'autres chaînes. Non, mais c'est pas partout, là. Non, c'est pas partout. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'on en soit rendu là. Moi, je connais Spingola Saint-Dominique. Bon, qui est très bien. Qui est très bien. Je veux dire une chose. Pour lui, c'est une fierté d'avoir ces travailleurs-là, de les recevoir, de les faire travailler,